Donc on va enchaîner, si vous le voulez bien, avec ce qu'on a appelé le débat participatif. Alors, c'est une forme de débat participatif, même si on a quand même des intervenants qui vont lancer le débat avec nous, et notamment Jean-Paul Leroy, donc, que je prie de me rejoindre, ainsi que les autres personnes, Bernard Broisin-Doutaz, Jérôme Lamache, Cédric Pégeot, et on dit Pégeot ou on dit Pégot ? Pégeot, excusez-moi, j'ai eu un doute. Voilà. Et Denis Le Plagnol. Alors, c'est toi, d'accord. Et tout à l'heure aussi, dans le suivant aussi. Formidable. Vous vous êtes mis d'accord entre vous. C'est parfait, Yvon, merci. Donc voilà, donc, l'idée est que le jeu, et si vous voulez bien vous y prêter, on va y avoir une introduction sur certains enjeux et sur certains jeux d'acteurs par Jean-Paul. Et ensuite, l'idée, c'est qu'il y ait une interaction. Donc, vous pouvez, je veillerai à ça, nous interrompre et proposer, intervenir. Je pense que ce n'est pas un jeu de questions-réponses, c'est bien un jeu de compréhension commune des différents enjeux. Donc, pour introduire ce débat, je propose que Jean-Paul nous présente quelques images, lui aussi, pour nous fixer les idées, les images étant bien utiles pour ça. Je vous utiliserai vos micros avec fil, et moi je suis fidèlement les doigts levés au fur et à mesure qu'ils se lèvent. Merci Jean-Paul. Merci Florence. Je te laisse te présenter, pardon, Bien Jean-Paul sûr. Leroy. Ok. Donc Jean-Paul Leroy, je dirige la mission Ville numérique à la métropole européenne de Lille. Donc la métropole européenne de Lille, on a l'habitude de dire que c'est un gros paquebot, 1 300 000 habitants, 85 communes, 2700 agents. Et une des plus grosses communautés, ex-communautés urbaines, maintenant métropole de France, et surtout la plus rurale. Donc effectivement, c'est un peu paradoxal de s'occuper de ville numérique, mais on a un gros pôle urbain. Déjà te remercier de m'avoir invité ici, parce que je suis très attaché à cette région d'où je viens. J'ai travaillé pendant 7 ans au sein de la DSI de Caen-la-Mer, et surtout j'ai grandi à 5 km d'ici. Donc je suis d'autant plus heureux d'être ici parmi vous, surtout après l'échange qu'on a eu au mois de novembre. Donc ce sujet de la ville numérique aujourd'hui, il est déjà abordé par la Commission européenne. Si j'arrive à faire marcher. Visiblement vers le haut. Voilà. Ça veut pas. Bon. Voilà. Voilà. Donc, je vais pas aller très, très longtemps sur celle-là, parce que ça a été beaucoup évoqué ce matin, mais surtout sur la traduction de ces enjeux par la Commission européenne, qui nous donne une vision des plateformes qui sont financées dans le cadre des projets H2020. H2020. Donc Horizon 2020, donc, qui sont les projets liés à l'Agence d'innovation de l'Europe, qui encouragent la réalisation de projets innovants autour de certains sujets, dont le numérique, avec un sous-ensemble qui s'appelle Smart Cities and Communities, dans lequel on retrouve effectivement un ensemble d'appels à projets, dont un là qui se clôture en avril, et puis un prochain l'année prochaine, au mois de septembre. Et donc on retrouve sur ce schéma, pendant des années on a fait tout un tas de schémas, y compris ici, je ne sais pas si tu te rappelles Yvon, et tout le monde nous disait mais on n'y comprend rien à vos schémas, et puis maintenant c'est l'Europe qui le donne, et tout d'un coup ça éclaircit le sujet. Et on voit notamment quelques sujets qui ont été portés haut et fort, notamment ici, qui est celui de la gestion des identités. On reviendra sur FC Carré tout à l'heure. Les sujets d'information géographique,
et un petit clin d'œil à Hervé Albou qui s'est beaucoup investi sur ces sujets-là, et également à la région qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et puis on retrouve donc les logiques en fait de store régional ou métropolitain, tout dépend le niveau de la plateforme. Et puis surtout, on voit aussi que cette plateforme, elle est là aussi pour un petit peu fédérer tous les systèmes d'information des collectivités, parce qu'il y a un moment donné, les collectivités se sont retrouvées avec des systèmes d'information de gestion, des systèmes d'information plutôt numériques orientés vers l'usager, et puis des systèmes d'information industriels avec tous les capteurs qu'on est amené à développer dans le cadre des réseaux d'eau et de plus en plus dans le cadre des réseaux d'énergie. Alors là, je parle pour les métropoles, parce qu'en tant que métropole, on a la compétence énergie, et donc on se retrouve avec les logiques de smart grids et autres sujets où il faut discuter avec les opérateurs. Et donc on a des grosses difficultés pour mettre en place et fédérer tout ça. Et la vision de la Commission européenne, c'est ça. Et c'est ça avec une vision partagée dans la réalisation avec les acteurs privés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des plateformes strictement publiques, ce sont des plateformes dans le cadre de partenariats public-privé. Je pense que je ne vais jamais y arriver. Alors la référence sur le sujet, c'est Barcelone avec une plateforme qui s'appelle CityOS. Et là, on retrouve bien cette notion de fédération de systèmes d'information hétérogènes avec la logique où en fait on va héberger sur cette plateforme tout ce qui est accès au big data, tout ce qui est mise à disposition des entrailles du big data dans le cadre de l'open data, les applications, les liens avec les capteurs. Je vous invite vraiment à aller voir, tous ceux qui sont investis dans le numérique, je vous invite vraiment à passer une ou deux journées à Barcelone. Les collègues de Barcelone sont vraiment très très accueillants et vous revenez vraiment très éclairés sur les approches qu'on peut avoir sur les territoires en termes de développement numérique. Et donc nous on a décliné ça. Alors on l'a décliné dans le cadre d'un projet PIA. Qui a été décliné ici également. Moi, j'ai eu l'honneur de participer au lancement du projet. Je salue Monsieur Duron qui était président de la communauté d'agglomération à l'époque, et Jean-François Lequerleur qui portait le dossier. Donc peu de temps avant de partir, j'ai lancé ça, et je suis arrivé à la métropole européenne de Lille, et il y avait déjà un projet qui était lancé, qui était à peu près le même, et aujourd'hui ce sont les deux seuls projets qui avaient cette dimension de plateforme avec de la gestion des identités, et donc voilà à quoi ça ressemble et ce que tout le monde veut mettre en place. Alors on a parlé aussi beaucoup de... Je crois que je ne vais jamais réussir. On a parlé tout à l'heure de France Connect et de la vision de l'État au travers d'une démarche qui s'appelle le développement concerté de l'administration numérique territoriale. Et donc l'État a cette vision qui consiste à dire, mais en fait il y a une logique d'écosystème qui doit concourir à faire en sorte que les collectivités, l'État partagent tout un tas de ressources et que ces ressources profitent également à l'économie locale. Donc vous voyez le petit logo French Tech. Et du coup, nous, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait de notre plateforme ? J'ai oublié de dire que notre plateforme, elle s'appelait UCity. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de notre plateforme dans tout ça ? Est-ce que l'État n'est pas déjà en train de le faire ? Qu'est-ce qui se passe avec les acteurs privés ? Donc ça y est, j'ai réussi pour la première fois. Donc on a décidé de la positionner de cette manière-là, en intermédiation en fait, entre un niveau territorial et un niveau local. Parce que là où l'État déploie cette logique d'État-plateforme, il demande, entre guillemets, il attend, en regard de ça, et c'est l'axe 4 du développement concerté de l'administration numérique territoriale, l'État attend une logique de territoire-plateforme qui se met en intermédiation à des niveaux différents. Là aussi, j'ai eu le plaisir de participer à la rédaction d'un rapport qui a été remis
à Axel Lemaire sur la gouvernance numérique des territoires et qui axait beaucoup sur des principes de subsidiarité de la réalisation de ces plateformes. Parce que beaucoup voulaient qu'on donne un niveau auquel il fallait mettre en place ces plateformes. Donc beaucoup pensaient bien évidemment à la région, au regard de ce qui se faisait en termes d'aménagement numérique du territoire avec les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certes des réalisations significatives au niveau régional, comme Mégalis, comme e-Bourgogne, mais il y avait également des réalisations à des niveaux infra, avec des centres de gestion départementaux, voire des agglos. Et donc l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des bons niveaux, et ce schéma-là, il peut marcher, on peut intercaler entre l'État et la plateforme métropolitaine, une plateforme régionale. Ce qui compte, c'est de pouvoir s'appuyer sur des dynamiques qui fassent en sorte, comme le disait fort bien M. Gagagna ce matin, que dans tout ça, on ne perde pas l'usager en cours de route. Alors, les difficultés qu'on a rencontrées. On a parlé depuis ce matin de pas mal de choses. On a vu Art Déco, on a vu France Connect, on a vu l'AMG par Julien Marco. On n'a pas beaucoup parlé de WSI, mais parce que c'est pas encore suffisamment mature, mais ça fait partie de normes qui sont en cours de discussion. Alors au départ, on a eu beaucoup de difficultés. Hein. Hervé se rappelle, Art Déco et France Connect, c'est sorti quasiment en même temps. Les deux pensaient être concurrents. Avec les associations de collectivités, on les a mis autour d'une table pour aussi les faire parler ensemble et puis voir à quel point ils étaient complémentaires. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Pour rappel, hein, quand on a déposé le dossier PIA, c'était en 2012, avec un premier appel à manifestation d'intention en 2010. Donc on est rendu 6 ans plus tard, et aujourd'hui, il n'y a pas une seule plateforme qui est opérationnelle. Et certains territoires disent oui, nous, dans 3 ans. C'est un peu les temporalités qu'évoquait en creux ce matin Rennes, et puis Amiens peut-être un petit peu avant, mais on sera à peu près dans ces temporalités-là. Parce que derrière, il y a des problématiques économiques, de partage avec le privé également. Nous, on a beaucoup bataillé déjà avec les opérateurs pour rappeler que dans Service mobile sans contact, il y avait aussi les cartes. Et donc, il a fallu batailler un certain temps, voire un temps certain, pour faire admettre qu'il fallait d'abord s'appuyer sur la carte pour ensuite penser au téléphone mobile. Et bien nous en a pris, parce que quand on voit aujourd'hui le niveau de diffusion des téléphones NFC, la complexité du parcours usager, il suffit de voir quand a été la première collectivité à mettre en place la billettique sur téléphone mobile, et aujourd'hui les métriques ne sont pas très, très importantes, parce que le parcours usager est compliqué, hein. Il faut retourner chez l'opérateur, donc tout ça c'est compliqué, et on aimerait que l'État nous aide un petit peu plus. Alors, on pourra peut-être en parler tout à l'heure avec le ministre, mais effectivement, l'État nous fait répondre à des appels à projets. Derrière, finance des projets comme Art Déco. Nous, on se dit, oh super, Art Déco, des spécifications. Sauf que les spécifications, elles sortent 2 ans après. Donc, on est obligé d'attendre, parce qu'autrement, on va lancer des appels d'offres sur des spécifications qui sont différentes, sachant que ça coûte extrêmement cher. Tout ce qui est toute la chaîne de valeur qui consiste à encoder les cartes et autres. Si vous les encodez pas correctement, vous partez quand même pour 5 ans avec les cartes. Donc c'est compliqué de gérer ça. Et là, je rejoins Eric qui ce matin nous disait visons la Lune. Je rejoins aussi la collègue du département qui nous disait s'il y avait un intermédiaire entre la Terre et la Lune, ce serait déjà pas mal avant d'aller sur la Lune puis sur Mars. Donc il faut pouvoir avoir une politique des petits pas et avoir une vision
qui nous permettent de dire là où on veut aller. Alors, un petit tacle vis-à-vis de nos collègues, des conseils. On a toujours tendance à se dire la norme, ça va simplifier les choses. Sauf que on était hier dans des conférences téléphoniques sur l'AMG et WSI, et il y avait tout un tas de consultants qui nous disaient oui, non, mais il faut de l'accompagnement pour faire ci, il faut de l'accompagnement pour faire ça. Donc si ça coûte déjà très très cher, si en plus il faut de l'accompagnement, ça prend du temps. Donc il faut quand même pouvoir largement simplifier ces choses-là. Le sujet du portage des projets d'innovation numérique. Là, je rejoins aussi Madame Le Dirac, si elle est toujours là, sur le fait, sur l'importance de la DSI. La DSI a positionné au bon niveau, effectivement, prioritairement auprès du DGS. Mais je m'inscrirais un tout petit peu en faux, c'est que je pense qu'aujourd'hui, une DSI est plus une direction de développement qu'une direction ressources. C'est-à-dire qu'elle doit intégrer cette dimension qui concourt à faire du numérique un axe de développement du territoire, tout en gardant cette logique de développement au niveau cette logique ressources au niveau des SI, parce qu'il y a toute une machine à faire tourner dans la collectivité. Par contre, ensuite, effectivement, il faut intégrer des nouveaux modes de faire. On a parlé ce matin de méthode agile, on a parlé d'innovation ouverte. Trop souvent, ces cultures-là sont séparées dans la collectivité. Alors, il y a une partie à la DSI, une partie parfois au développement économique. Je sais que quand la maire les avait fusionnés à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est quand même important de pouvoir infuser au sein des DSI d'aujourd'hui une approche autour de ces projets d'innovation numérique, ne serait-ce que pour intégrer le fait que aujourd'hui, les DSI sont habitués à traiter des problématiques métiers très bien déterminées, où on connaît le besoin de l'usager, parce que l'usager, c'est un agent de la ville ou de l'agglo. C'est un petit peu plus compliqué quand l'usager, c'est un citoyen, parce que du coup, c'est plus difficile d'aller chercher ce besoin-là, et on est plus dans l'anticipation du besoin, dans la mise en œuvre de plateformes sur lesquelles viendront des services. Donc on a plutôt tendance à mettre en place des plateformes qui permettent de réunir les conditions favorables à ce qu'il se passe quelque chose, plutôt que de réaliser quelque chose en amont. Et c'est important, au sein des DSI, de pouvoir faire la synthèse de ces deux cultures-là. La posture vis-à-vis des acteurs privés, effectivement, aujourd'hui, on le voit avec le schéma de la Commission européenne, on a tendance à nous dire mais est-ce que c'est vraiment aux collectivités d'aller faire ça ? Les problématiques liées aux données personnelles nous donnent déjà une réponse. Je pense qu'il faut être prudent, se positionner en régulateur, faire partie du jeu, de manière à éviter que les opérateurs préemptent d'une part les données et préemptent la valeur. On a des gros débats actuellement sur l'open data, sur la question des redevances licences. Et là, j'invite les parlementaires à se mobiliser sur ces sujets-là, parce que les collectivités vont avoir une obligation de libérer leurs données, sans savoir ce qui va être fait des données. Donc on s'est mobilisé dans le cadre de France Urbaine, enfin ex-ACUF et AMGVF, on s'est mobilisé pour faire des propositions pour la loi numérique, la loi République numérique, propositions qui ont été écartées en première lecture à l'Assemblée nationale. On espère pouvoir passer ces amendements au Sénat, non pas simplement pour le sujet de la redevance, mais au moins pour le sujet de la licence, afin d'éviter que ce soit les grands acteurs économiques qui préemptent la valeur qui est prise sur les données. Et pour ça, il est important que les collectivités, au moins à l'initiative de ces plateformes, soient dans le jeu, et puis par la suite, laissent faire si le privé prend le relais. Le syndrome, il n'y a qu'à faire une appli. Ça, c'est un sujet
qu'on entend tout le temps, et on a l'impression que l'application, c'est un objet en tant que tel. Or, une application, elle va chercher des données. Si derrière, vous n'avez pas la mécanique qui fait en sorte que ces données soient produites dans des conditions de sécurité, on le voyait tout à l'heure aussi avec le principe de blockchain, il y a vraiment une attention. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour une collectivité de couper le ruban d'une application, de communiquer en disant voilà, mon application elle est là, elle fait papa maman. Mais si derrière les processus métiers n'ont pas été revisités, je me rappelle. Juste, j'ai presque fini. Quand la mer avait été primée aux interconnectés pour son application qui s'appelle eProx, qui permettait aux citoyens de signaler un désordre sur l'espace public. Juste pour se donner un petit peu un cadre de référence, et c'est vraiment une application très bien, c'est pas le propos, mais pour se donner un cadre de référence, à San Francisco, la ville de San Francisco fait la même chose en scrutant les réseaux sociaux. Et donc il n'y a pas besoin d'application pour faire ça. C'est un exemple extrême, mais voilà. Le sujet des fractures, j'en ai un petit peu parlé ce matin. Je pense qu'effectivement, il faut faire réconcilier le réel et le virtuel, le physique et le numérique, au travers des lieux. Moi, j'ai la chance de travailler avec le recteur de l'Université catholique de Lille, qui est la plus grande université catholique de France, avec 27 000 étudiants, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant. Je vous recommande vraiment ses ouvrages, dont le premier s'appelle « La transition fulgurante ». Il a en chantier... donc là, il vient de sortir le deuxième, qui a été écrit avec Eric Orsena, et il a en chantier le troisième, qu'il va appeler le crépuscule des lieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il faut avoir une attention particulière, parce qu'effectivement, les fractures numériques ne doivent pas aboutir à quelque part balkaniser les territoires et certaines catégories de population. Merci Jean-Paul pour cet exercice difficile, à la fois de rappeler ce qui s'est passé ce matin, de nous amener sur des dimensions européennes et sur ces enjeux des plateformes qui sont essentiels. Alors moi, je voudrais me tourner vers ceux qui sont le plus en contact. Là, j'essaie d'aller au contact de l'habitant autant que possible. Et je crois que Cédric Pégeot, c'est, si je ne me trompe pas, votre responsabilité au pôle formation bureautique et informatique à l'AFPI, Itibanor, vous allez nous expliquer, et conseiller municipal à Fleury-sur-Orne. Alors, les habitants dont on vient de parler, qui sont finalement quand même les bénéficiaires de toutes ces plateformes extraordinaires, dont, en gros, soyons clairs, ici, on arrive à peu près à comprendre, il n'y a pas un habitant qui comprend où il est dans ce jeu-là, quand même, si on lui montre ces schémas-là, c'est normal, ce sont des schémas métiers, mais malgré tout, ça pose un enjeu. Donc, cette médiation numérique, cette formation, ces formations des acteurs, des élus, des agents, comment on fait? Alors, je crois que si vous parlez, ça va fonctionner. Comment on fait? C'est vrai que c'est pas... c'est une question compliquée. Il y a quelque temps, on s'est retrouvé à Montrouge pour la journée nationale. On a participé à un certain nombre de débats avec des collègues élus qui étaient présents, notamment un sur l'identité numérique. Et la première question de mes collègues en sortant, c'était « mais c'est quoi l'identité numérique ?» Alors qu'a priori, on venait d'écouter et d'en parler pendant quand même un certain temps. Et voilà, ça illustre bien, je dirais, une des difficultés de terrain qui est déjà d'arriver à définir et à faire comprendre un certain nombre de concepts, déjà dans un premier temps aux élus, mais aussi la sensibilisation bien sûr des différents agents sur la thématique, qui est une approche qui est vraiment pas simple. D'autant qu'elle perturbe leur métier. Tout à fait. Elle bouleverse, et c'est que le début, j'ai envie de dire,
leur métier. Concrètement, à travers notamment l'EPN qu'on a mis en place et à travers donc des agents qui s'occupent du développement autour du numérique, on a, et je pense que c'est notre rôle aussi, un gros travail de pédagogie à faire à tous les niveaux. Et c'est grâce notamment à cette EPN et à ces agents que l'on arrive à intervenir à différents niveaux, que ce soit auprès des écoles, mais aussi auprès des habitants directement, notamment à travers des journées ou des soirées thématiques autour d'un certain nombre de thèmes, ou même encore par l'intermédiaire, le biais de formations en direct qui sont proposées. Est-ce que vous pensez que les personnes aujourd'hui, que ce soit, enfin, je pense d'abord aux usagers, aux citoyens, est-ce qu'ils sont prêts à utiliser France Connect ? Est-ce que demain matin, quand on va leur dire mettez votre compte des impôts à tel endroit et vous pourrez vous connecter au service public, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça leur pose un problème d'après vous ? On verra. Non, c'est pas on verra. Je pense que c'est très. Il y aurait toutes les réponses, je pense. Il y aurait des oui, il y aurait des non. L'identité, la vie numérique des uns et des autres est très variable encore aujourd'hui. On a des personnes qui peuvent pas passer 10 minutes sans se connecter à un réseau. N'est-ce pas, monsieur le maire ? Par exemple. Et à côté de ça, on a des... Non mais il est en train de tweeter attentivement ce que vous êtes en train de dire. Hein. Je n'en doute pas. Et donc voilà, je dirais déjà à la base, la vie numérique des uns et des autres est très différente encore aujourd'hui. Maintenant, il y a nécessité à les accompagner, et il y a aussi nécessité à être capable d'ouvrir ces accès à tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, quels que soient les usages, les plateformes ou autres. Il y a aussi dans la démarche toujours cette idée de ne laisser personne sur le bord de la route. Et ça, c'est aussi quelque chose dans nos applications que l'on essaye. On essaye toujours de se poser la question de cette accessibilité à tous ces services numériques. Concrètement, on peut surfer sur notre site internet sans contact, par exemple, parce que sur notre territoire, on a un établissement avec des gens qui sont handicapés moteurs, et donc cette question, elle a été naturelle et évidente, et il a fallu se la poser. Et voilà comment on peut et comment la médiation on intervient numérique ici. est quelque chose d'essentiel dont il faut s'occuper, qu'il faut financer, qu'il faut structurer, il faut les formateurs à se former. Et donc là aussi, il y a des investissements de la médiation à ce stade de la chaîne. Peut-être, pardon. Ah voilà, je dis qu'on peut m'interrompre, mais je ne regarde pas la salle, c'est pas malin. Oui, je voulais poser la question ce matin, mais vous remettez ma curiosité à l'épreuve. Combien de Français ont un profil à la DGFiP ? Si c'est la solution pour prouver son identité, il est encore plus simple de montrer sa vieille carte d'identité, puisque l'État ne les renouvelle plus par misère. Mais des profils à la DGFiP dans un pays où la moitié des gens ne sont pas astreints à l'impôt sur le revenu, ça me laisse... Je pense que c'est techniquement pas mal. Que demander aux gens de prendre le fisc comme tiers de confiance, c'est déjà un pari psychologique audacieux. Mais qu'en plus, quand la moitié des gens ne payent pas d'impôts, je ne suis pas sûr que ce soit la clé universelle. Alors, je ne suis pas sûre que quiconque ait la réponse ici. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas la seule solution. Vous pouvez également vous connecter avec votre compte postal. Juste pour répondre, l'autre fournisseur d'identité que France Connect va considérer, c'est Amélie, avec plus de 18 millions de personnes. Donc tout le monde a un numéro de sécu. Oui, Amélie, Sécurité sociale, 18 millions de personnes, merci. Voilà un chiffre, merci Laurent. Une autre remarque par là. Vous voyez, ça éveille. Hein.
Donc Hervé Jean, une des autres réponses, justement, c'est ce qu'on a proposé tout à l'heure, c'est dans le projet Art déco que les collectivités ont toute légitimité à héberger les données d'identité de leurs concitoyens et que ce soit les collectivités qui distribuent ces attributs d'identité vers tous les services dont les citoyens ont besoin. Alors, j'aimerais aller... vous me donnez 1 minute, monsieur, puis je reviens vers vous. J'aimerais interroger les représentants des territoires, et notamment le vice-président de l'Intercom de Lisieux, monsieur Bernard Broisin-Doutaz, et ensuite nous irons à Argentan. Donc là, on vous interpelle, c'est aux collectivités de gérer la fédération des identités. On vous propose des plateformes au niveau national, il y a des démarches européennes, les métropoles ont des solutions. On va entendre Yvon Noël avec les solutions régionales. Comment on fait quand on est élu d'une intercommunalité aujourd'hui, qui d'ailleurs, je pense, est assez représentatif d'un grand nombre d'intercommunalités en France ? Parler, ça va marcher, c'est magique. Merci de m'avoir invité tout d'abord à cette rencontre. Alors moi je suis maire d'une commune rurale de 945 habitants, je le précise, et vice-président de l'Intercom Lisieux Pays d'Auge en charge du développement économique. Et je viens du monde du numérique puisque j'entendais quelqu'un tout à l'heure, j'ai été administrateur de Syntec Informatique pendant pas mal d'années et mon voisin est actuel président de Syntec Numérique, n'est pas très loin et j'ai gardé pas mal de contacts avec eux. Alors, nous naviguons pas dans les mêmes sphères. Hein. J'ai entendu Lille, par exemple. Quelques chiffres à vous donner. L'intercommunalité de Lisieux, l'intercom Lisieux Pays d'Auge Normandie, c'est 33 communes, 22 000 habitants. Et nous sommes en train nous allons passer au 1er janvier 2017 à une communauté d'agglomération de 75 000 habitants. Et là, on va faire mieux que Lille, puisque nous serons 106 communes. Vous voyez, on vous bat, hein, on est inférieur en nombre d'habitants, mais on est meilleur en nombre de communes. Plus de représentants, plus d'élus. Ah oui, alors, plus d'élus. Alors, et en plus, on a parlé un peu de l'identité numérique du citoyen. Moi, je voudrais parler de l'identité numérique de l'élu, qui est également un citoyen, mais qui n'a pas tout à fait la même... Bon. 106 communes, je vous dis ça parce que le numérique, on essaye d'y travailler actuellement pour la future communauté d'agglo. C'est la plus petite doit faire 120 ou 130 habitants, hein, Véronique. Et la plus grande, c'est Lisieux, 22 000. Alors ça vous donne déjà une idée un petit peu de la dispersion que ça représente, avec des interrogations énormes de la part des citoyens et des élus en disant qu'est-ce que c'est que le numérique, qu'est-ce que c'est que la fibre, qu'est-ce que c'est que la DSL, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans. Enfin, il y a une véritable préoccupation. Et nous sommes en ce moment en réflexion pour... former, je dis bien former, au travers d'un séminaire que je suis en train de préparer, les élus au numérique. Alors, ce n'est pas de les former à l'utilisation du numérique, c'est de leur expliquer ce que c'est le numérique et ce qu'ils vont pouvoir répondre à leurs citoyens. Et par exemple, hier ou avant-hier, une jeune secrétaire de mairie dans une petite commune de 130 habitants me disait « Mais monsieur, moi je suis à peine une demi-journée dans ma commune, qu'est-ce que je vais faire avec le numérique ? Ça va me prendre mon boulot. Comment je vais répondre aux habitants qui viennent me voir 2 heures ou 3 heures ? L'urbanisme, je ne sais plus. Enfin voilà, le type de problème que nous avons. Hein. Je suis très terre à terre dans mes propos, mais pour vous dire que quand j'entends mon voisin, où je participe à pas mal de colloques ou de réunions, les interconnectés via Internet, vous montrez un petit peu la distance qui existe aujourd'hui entre ce monde que nous connaissons, nous, je vous dis 106 communes, 75 000 habitants, avec des villes relativement éloignées quand même. Hein. Donc il va falloir réduire la fracture numérique, donner confiance aux gens. Et simplement pour vous dire, moi, les élus que je connais bien, quand je parle avec eux, beaucoup d'élus ont une réelle appréhension de voir arriver le numérique parce qu'ils sont démunis, ils ne savent pas trop comment ça se présente, ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et surtout aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne savent pas quoi répondre à leurs administrés, qui leur disent « Mais alors, qu'est-ce que je vais faire avec le numérique ? Comment tu vas me permettre de ceci, cela ? Je vais éviter de me déplacer de Saint-Pierre-sur-Dive à Lisieux ou je ne sais où. » Ils ne savent pas répondre. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'identité numérique de l'élu, d'abord le préparer à cela. Alors ce qui me réconforte, c'est que une ministre que nous avons à Lisieux, j'en parlais avec elle il y a quelque temps, Clotilde Walter, quand je lui ai parlé de ce séminaire, je lui ai dit, tu sais, elle me dit, tu sais, les élus dans le coin, le numérique, où je lui ai dit, ils sont
pas très au fait du numérique, elle me dit rassure-toi, les ministres non plus. Bon, ça m'a rassuré quelque part. On sait qu'elle ne parlait pas pour elle. Ah non, elle l'a pas pris pour elle. Mais quand même, c'est vrai, j'ai fait ma petite enquête, il y en a beaucoup qui, à part Axel Lemaire et quelques autres, c'est vrai que le numérique, c'est pas leur tasse de thé. Voilà un petit peu le problème que nous avons aujourd'hui, nous. Et je vous dis, on voudrait saisir la création de cette communauté d'agglomération pour mettre en place, j'ai un peu osé en disant le numérique, on a réussi, non sans mal, à avoir la première plateforme, il y a quelques jours, pour donner des informations sur les ateliers thématiques. C'est une révolution. On a dit aux élus, encore une fois, qui sont avec moi, vous allez avoir un code d'accès. Ils m'ont dit, ah bon, mais comment on va faire? Je pose le problème comme ça, parce que, encore une fois, entre les moyens de grandes métropoles, de grandes villes, et les moyens et la problématique que nous avons, nous, dans les régions de ce type, il y a un monde. Et il faut prendre conscience de ça et se dire qu'on a un gros effort à faire, et très vite, et très très vite, pour ne pas faire en sorte que tous ces élus du monde rural, notamment, se sentent perdus et délaissés. Très bien. Est-ce que, monsieur, je vous donne la parole maintenant? Ça vous convient? Oui. Et puis ensuite, on ira voir vers Anne Le Dirac. Monsieur Muller, je suis maire adjoint à Fleury-sur-Orne, mais je suis aussi un ancien syndicaliste qui a vécu 1356 suppressions d'emplois sur une entreprise. Et on a été confronté à des problématiques de salariés qui, pour des raisons, je dirais, dépressives et autres, ont abandonné tout leur papier. J'ai retrouvé des SDF, donc plus de papier, plus rien. Alors à partir de ce moment-là, il leur était difficile de faire valoir leurs droits. Et nous, on a mis en place, une application où on a fait rentrer, donc on avait accès pour qu'ils puissent récupérer leurs feuilles de paye, leurs différents papiers nécessaires pour faire valoir leurs droits. Et on a stocké ça, je vous dis sur un site. On leur a remis une clé USB. Donc à tout moment, ils peuvent venir rechercher des papiers, parce qu'il y en a qui étaient SDF, ils sont repartis SDF, donc compliqué. Ils repassent, ils ont un code d'accès qui leur est propre à eux. Ils peuvent accéder à leur, à leur banque de données qui leur sont propres pour, pouvoir monter les dossiers qui sont les leurs. Alors ceux-là ont vu tout de suite l'intérêt qu'il y avait à avoir quelque part une traçabilité, de leur vie. Et ce qui leur permet, parce que d'autres salariés qui vont rentrer dans des droits spécifiques, par exemple l'amiante, c'est des gens qui vont faire valoir leurs droits que dans 4, 5 ou 6 ans. Donc tout l'intérêt, à préparer son dossier et avoir les éléments nécessaires stockés quelque part pour faire valoir leurs droits. Oui, un excellent exemple. On sait qu'Emmaüs a travaillé aussi sur ces sujets-là avec les coffres-forts pour les personnes en situation de rupture ponctuelle, j'espère, et ça les aide justement. Le numérique peut les aider. Anne, même si peut-être ta remarque un peu distante de ces sujets-là, mais j'ai vu que tu réagissais sur les élus. Oui, je voulais aller dans le sens de Monsieur le maire et témoigner peut-être pour l'expérience bretonne. C'est vrai qu'il y a une sorte d'appréhension des élus qui ne sont pas du domaine ou même dont ce n'est pas le mandat, la compétence, de s'emparer de ce sujet-là. Nous, en Bretagne, on a depuis quelques années Mégalis Bretagne qui a joué un rôle majeur pour la sensibilisation et la formation des élus aux usages numériques. J'en parle parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une chance qu'on a eue en Bretagne puisque l'objectif, c'était de mutualiser les usages, faciliter l'accès à l'archivage numérique, les plateformes. Et donc ça a contribué à petit disséminer partout, auprès de tous les élus, même ceux qui ne sont pas au numérique, une culture petit à petit numérique tout en douceur. Donc c'est un syndicat mixte qui est grandement lié à la région Bretagne. Et enfin, parfois, il faut aussi aller au forcing. Nous, à la ville de Vannes, c'est 58 000 habitants, donc on est plus proche de vous que de Lille métropole. Le maire, par exemple, a décidé d'équiper tous les élus, les conseillers municipaux, donc on est 45, d'une tablette numérique. Ça a été fait pratiquement de force, parce qu'il y avait de la résistance. Non, c'est compliqué. Donc on a fait des formations d'élus par groupe de 10 pendant avec des services, on les a formés, on les a accompagnés. Il y en a qui ne savent toujours pas télécharger des bordereaux municipaux, on le fait à leur place, enfin on les assiste, voilà. Mais c'est à marche forcée.
Voilà, alors à Argentan, vous êtes directeur de la communication, ce qui est un autre profil qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui et qui pourtant est essentiel puisque, on l'a vu, faire le lien entre les métiers les plus complexes de l'innovation, qu'ils soient dans la collectivité ou sur le territoire avec les entreprises, faire le lien avec les usagers bénéficiaires, mais citoyens acteurs, citoyens électeurs. Enfin, on a quand même toute cette machine territoriale à coordonner dans un langage commun, dans des logiques de compréhension, être accompagné ou travailler avec les médiateurs numériques. Voilà. Comment, là je vous investis d'une tâche, mais je pense qu'aujourd'hui c'est des nouveaux métiers de la communication publique aussi qui intègrent ces données-là. Et donc c'est probablement un élément. Comment vous, par rapport à ce que vous avez entendu plus globalement au-delà de ma question, vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Et comment ça se passe à Argentan? Parce que je sais qu'il s'y passe des choses intéressantes. Oui, bonjour. Donc, votre question n'est pas spécialement facile. Alors, moi, j'ai un profil assez atypique puisque je suis directeur de la communication, mais je suis ancien webmaster. J'ai travaillé en web agency, donc j'ai un recul quand même au niveau tant du code que de la gestion de projets numériques. Et je suis en charge de différents projets numériques avec mon collègue de la DSI. Et c'est vrai que j'agis sur une double casquette et mon boulot de communicant me prend beaucoup trop de temps par rapport à mon cœur de métier que je voudrais avoir avec les projets numériques. Donc en tout cas, on est obligé de travailler et c'est bien d'avoir cette double casquette parce que je suis obligé de franciser les termes et d'être facilitateur pour la compréhension de l'usager de tout ce qui est Internet. Notamment des élus. Oui, notamment les élus. Et c'est vrai que je me rappellerai toujours une réflexion de mon maire qui m'a dit là, faut que tu me prennes pour un gamin de 5 ans, je ne comprends pas ton vocabulaire. Quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, il ne savait pas ce qu'était un serveur, il ne savait pas ce que c'était le b.a.-ba du vocabulaire du web. Donc il a fallu lui expliquer, éduquer donc les utilisateurs, les élus et autres. Donc il y a vraiment un langage de base à mettre en place. Et c'est vrai qu'en mettant du contenu sur les sites internet, il a fallu retravailler. Donc, on travaille avec notre ami Google pour être bien référencé, mais il y a des choix, il y a des champs lexicaux, il y a toute une stratégie de communication à mettre en place. Et c'est vrai qu'autour de ces choses-là, comment je dirais, il y a l'utilisateur. Et moi, j'ai beaucoup d'interactions avec les utilisateurs et ça va reprendre un petit peu la question que vous avez posée à la personne qui est à ma droite. Comment les utilisateurs vont percevoir ce phénomène d'identité. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, je travaille à la ville d'Argentan, mais je travaille sur le développement d'un écosystème. Donc, le marché va être lancé lundi qui vient. Donc, pour 7 sites Internet, et notamment pour la ville d'Argentan, qui est une ville centrale de 14 000 habitants, et la communauté de communes, qui fait à peu près 40 communes. D'accord ? Et donc, l'idée qu'il y a eu, c'est de travailler avec un projet qui est quand même bicéphale, le maire d'Argentan, le président de la communauté de communes, sur les usages, parce que la question c'était les gens, on ne veut pas savoir quelle porte ils vont prendre, si c'est Argentan ou communauté de communes. Ils sont utilisateurs de leur territoire, ils vont au centre aquatique. Qui gère le centre aquatique, de quelles compétences il en retourne? À la rigueur, ils s'en foutent, excusez-moi l'expression, mais ils viennent chercher une information de l'aquabike, ils viennent surtout nager. Oui. Ils sont utilisateurs, ils sont consommateurs de services, consommateurs du cinéma, consommateurs de tout un tas de choses qui gravitent autour d'un territoire. Et le territoire, ce n'est pas seulement la ville d'Argentan dont je m'occupe. Donc il faut faire des passerelles avec la communauté de communes, avec le cinéma qui est un acteur privé, et ainsi de suite. Voilà. Et donc sur l'identité, ça fait un petit moment qu'on y travaille. On a travaillé avec Hervé Jean, avec Art Déco. On a travaillé sur différents projets au départ. Et à un moment, on a mis un point d'arrêt, notamment parce que si on réfléchit en termes d'usage, je reviens à ce que j'ai dit, l'usager, il s'en moque de qui fait quoi. Sauf que si on prend une famille avec des enfants, donc ils sont utilisateurs d'associations, ils ont des enfants, ils ont un enfant qui est à la crèche et l'autre qui est scolarisé, sauf que les crèches, c'est Ville d'Argentan, la scolarité, c'est communauté de communes. Je veux un portail avec un identifiant unique. Mais ce portail doit pouvoir communiquer avec les logiciels métiers. Ah, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes bases de données. Les choses ne vont pas communiquer entre elles. Donc on a des logiciels métiers qui ferment leur code, qui ne veulent pas avoir des API ouvertes, parce que ce n'est pas eux qui vont la développer. Ils ne veulent pas donner les clés aux petits copains. Normal, chacun son secteur d'activité. Donc là, on est heurté à un problème et on nous dit, au renouvellement des contrats, on va tous prendre la même plateforme. Ouais, dans 4 ans.
Comment on va faire? Et il y a quand même une demande sur le territoire. Là, la communauté de communes, par exemple, est en train de développer tous les téléformulaires de base, l'état civil et autres. Et ils avaient commencé à vouloir prendre un prestataire. Et moi, je leur dis, nous, on a le nôtre. Et donc, les personnes qui vont venir, vous êtes originaire d'Argentan ou de Haut-Noule-Faucon à côté. Les gens, ils disent, mais à la rigueur, je m'en moque. Moi, je veux juste un endroit où je vais saisir ma demande. Non, il va falloir, si ce n'est pas le même prestataire, choisir l'un ou l'autre ou quoi que ce soit. Donc, comme je leur dis, mais il faut toujours des panels d'utilisateurs. Il faut mettre les gens autour de la table, pas les politiques, pas les techniciens. Il faut qu'ils en fassent partie, bien sûr, mais surtout l'utilisateur. Et donc, on est en train de travailler sur les usages avec des groupes de travail. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on prend beaucoup de choses à l'envers. Et Madame, ce matin, avait dit où en sont les usages, où est l'usager. Et c'est vrai qu'on a tendance à prendre rapidement des prestataires, rapidement des actions, parce que ça fait bien. Il y avait un trou. Je repense au moment où je remplissais le dossier Ville Internet. On se disait, on est mauvais là. Ouais, sur le cluster, là, on est mauvais. Bon, on va essayer de trouver un pansement, histoire de... Non, il ne faut pas faire ça. S'il n'y a pas de demande vis-à-vis de ça, pourquoi combler le trou? Oui. D'accord? C'est vraiment l'usage. S'il n'y a pas d'usage, mais les usages, il faut aussi les écouter, il faut poser les bonnes questions, laisser la parole aux gens sur le territoire. Et c'est vrai que nous, on a des gens qui sont des toutes petites communes, même si nous, on est la ville-centre. Voilà, tout le monde a la parole. C'est vrai que quelqu'un qui a 25 km d'Argentan et qui a des problèmes de déplacement, faut qu'il ait les mêmes services que quelqu'un qui a 200 mètres de la mairie d'Argentan et qui peut avoir, je sais pas, du partage de repas à domicile ou quoi que ce soit. Alors, Yvon, parce que une certaine boucle est bouclée en tout cas, parce qu'on a fait le tour à la fois d'un certain nombre de territoires, d'un certain nombre de systèmes, avec l'exemple de la plateforme de Lille et de la métropole européenne de Lille. Comment la région, elle est attendue de deux manières, en France en général. Quand on fait ces assises, on traverse des situations régionales très différentes. On a Mégalis en Bretagne, et puis on n'a rien du tout dans d'autres régions, voire même des régions qui ne sont pas tellement dynamiques, qui n'ont peut-être pas intégré tous ces sujets-là. Et on a du plaquage par le haut. Il faut faire comme ça, on va vous expliquer. Et puis on a aussi cette demande de prendre en compte les usagers, de remonter des attentes, sinon des besoins. Comment on arrive à faire le pont? Et il me semble que ça fait partie de votre rôle à la région, de faire le pont entre ces problématiques et ce jeu d'acteurs compliqué, avec les temporalités qui viennent s'ajouter au sujet, notamment les enjeux juridiques, légaux et financiers. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question de son pour l'instant. Oui, mais il vient. Mais il va venir, voilà. En fait, il y a une question de méthode, une question de démarche, une question de clarification aussi de qui fait quoi. Il y a sans doute des questions de coordination, de portage de projet, de subsidiarité. Ce que j'ai apprécié, moi, depuis ce matin, et merci de nous permettre de nous exprimer, là, tout ce qu'on en est, là. Je crois que disons, beaucoup de choses ont été dites. Donc beaucoup de problèmes ont été posés. Et c'est vrai que là où j'aurais tendance à dire qu'on a peut-être une question de démarche et de méthode à poser, c'est qu'on peut du coup construire des solutions. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait d'abord qu'un chemin vers la solution. Et cette solution d'ailleurs qu'on a du mal à discerner, à voir, parce que c'est un horizon un peu lointain, un peu flou. On a des propositions, tout va très vite dans le numérique. Là où on en est actuellement, parce qu'on travaille depuis longtemps, l'ensemble des acteurs normands travaillent longtemps sur la question. Au moins, ils sont en réseau ici. Voilà, ces acteurs. Ça c'est la première réponse sur la démarche. Méthode, il faut qu'on soit en réseau, qu'on travaille. Ça renvoie à des questions de gouvernance, ça renvoie à des questions de pilotage, des choses comme ça. Là où on en est dans une réflexion... ça va peut-être paraître théorique dans un premier temps, mais je pense qu'émerge ce que j'appelle aujourd'hui, il faut être un aménageur du territoire numérique. Parce que dans ce débat entre est-ce que le numérique, c'est ceci, c'est cela, c'est du DVECO, c'est l'aménagement du territoire, etc., je pense que j'en arrive à la conclusion, peut-être relativement récente d'ailleurs, qu'il y a un foncier numérique, il y a un territoire numérique,
et il y a des réflexions autour de comment on aménage ce territoire numérique, où le virtuel devient de plus en plus la réalité. Et donc, ce qui est au départ une sorte d'oxymore, la réalité virtuelle notamment, quand on pense à ça, ça devient finalement un pléonasme, parce que le virtuel devient notre réalité d'aujourd'hui. Et donc ce numérique qui, de toute façon, c'est une vague, c'est une déferlante, et on ne va pas pouvoir l'endiguer. Par contre, on peut peut-être s'organiser pour ça. On pourrait parler du coup de comment activer les ressources de numérique. Alors, notre collègue du département, tout à l'heure, ce matin, a rappelé que le département avait mis en place un réseau d'initiatives publiques. Bon, typiquement, je pense que la première ressource, c'est effectivement l'accès. Alors, avec le bon débit qui va bien, on va parler de très haut débit, on ne va pas forcément parler de techno, parce qu'il faut que la collectivité reste neutre, mais enfin, très clairement, il faut mettre un peu de fibre optique, il faut certainement mettre un peu de hertzien, et pas seulement pour faire de la complémentarité technologique, mais aussi parce que la mobilité numérique aujourd'hui fait partie de cet aménagement du territoire numérique. La deuxième chose, c'est qu'on l'a vu, tous les propos l'ont dit jusqu'à présent, il y a la question de la data, alors qu'elle soit big ou open, de toute façon c'est de la data. Soit elle est en nombre et permet de faire effectivement des prévisions, à anticiper, soit elle est open parce que maintenant on est dans un paradigme d'ouverture, de transparence, qui renvoie donc forcément à des notions de gouvernance. Et donc il faut traiter ça. Donc en fait, il va falloir avoir ce que j'appelle moi des infrastructures de services, de la donnée, pas seulement des services, mais de la donnée, qui répondent à des enjeux de confiance, parce que c'est un petit peu aussi le thème d'aujourd'hui. Et donc, j'en viens sur la deuxième partie pour activer ces ressources du territoire. Beaucoup en ont parlé, donc c'est très facile pour moi finalement de faire une synthèse. C'est que cette confiance, elle se construit à travers des projets. Et des projets qui se passent dans des lieux. Et là, Jean-Paul, à celui qui a le prononcé la première fois ce matin, tout à l'heure, ces fameux tiers-lieux. Qu'est-ce que c'est que ces tiers-lieux? Alors, ni le lieu du travail, ni à la maison, mais c'est l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on y travaille, mais on est aussi bien qu'à la maison. Et donc, dans ces lieux-là, on va croiser tous les publics, les citoyens, les entreprises, les décideurs, les ingénieurs, mais aussi des gens qui ont peut-être a priori rien à dire et en fait qui ont tout à dire, parce que cette vie numérique, c'est d'abord la réalité. Et face à des rationalités qu'on veut nous imposer, qui sont là, à mon avis, une singerie de la réalité, mais qui n'est pas la réalité, il faut remettre du coup, c'est là où on dit qu'on remet l'usager dedans. Donc ces tiers-lieux, où on remet du lieu alors qu'on est dans un espace virtuel, c'est extrêmement important. Et ces lieux-là, alors certains vont l'appeler, alors ça a plusieurs déclinaisons, du Fab Lab, du coworking, du télécentre, du télétravail, toutes les formes sont possibles. D'ailleurs, on étudie à la région ces questions-là. Donc là, ce que je viens de décliner entre infrastructures, très haut débit, les infrastructures de la donnée et du service, les tiers-lieux, tout ça, ce sont aussi des noms de la politique de la région. Je décline. Il reste que ce qui a été nommé aussi, c'est la fameuse médiation numérique. Alors, rappelez qu'il y a ces fameuses EPN, notamment, espaces publics numériques, qui sont des lieux de médiation numérique, mais il y en a d'autres. Il y a des médiations numériques. Les points Info 14, qui ne sont pas tous des espaces publics numériques, qui ont été rappelés ce matin, sont aussi des lieux de médiation numérique. Mais n'importe quel guichet d'accueil où on voit bien que cette multimodalité dans la consommation du service de la collectivité peut devenir aussi un lieu d'organisation, de médiation numérique. Et donc cette confiance va aussi se construire dans la relation à autrui, qui n'est pas forcément à distance, mais aussi en présentiel. Donc finalement, dans ces ressources infra de service, les tiers-lieux, la médiation numérique, là maintenant, une fois qu'on a posé ça, on peut organiser ce que j'appelle la transformation numérique de notre société. Alors ça peut concerner l'éducation, la culture, le tourisme, la santé, etc. Singulièrement, ça concerne aussi les services des collectivités. Les collectivités, par nature, proposent des services, ont une offre de services vis-à-vis du citoyen. Alors, qui peut se traduire par de la e-administration, parce qu'il va bien falloir gérer les back-office, faire un certain nombre de choses, gérer toutes ces informations-là. Et c'est vrai, Hervé a raison,
à savoir que la collectivité est probablement légitime à gérer ces informations très confidentielles. Et ce qui a été dit ce matin sur le fait que le maire était titulaire en fait, d'une responsabilité, c'est absolument ça. Mais je suis d'accord aussi, et je crois que c'est la même personne qui en a parlé, je crois que c'est Mme Le Dirac qui en a parlé, sur le fait qu'on n'était pas prêt aujourd'hui. Et ça, on le constate. Et pour gérer justement cette transformation numérique dans la collectivité, on a bâti un programme qui s'appelle IDEM là-dessus. Et IDEM, j'aurais décliné en fait les 4 lettres de IDEM. I pour l'initiative. Initiative, je pense qu'il faut, aujourd'hui, on est à la phase de l'initiative. On n'est pas en phase de déployer des solutions complètement éprouvées, qui marchent bien. Il faut faire confiance au territoire, aussi petit soit-il, même s'il y a 120 habitants, ou s'il y en a 250 000. Je pense qu'il y a des initiatives à accompagner, à regarder, et des initiatives qui croisent tous les publics, justement en utilisant toutes les ressources du territoire que j'ai décrites tout à l'heure. Même si elles sont incomplètes aujourd'hui, il n'y a pas le très haut débit partout, on n'a pas le cloud de confiance qui va bien, on n'a pas tous des tiers-lieux, ou on n'a pas tous des espaces publics numériques. Mais n'empêche qu'il faut construire ces choses-là. Je pense bien, donc je rappelle, l'aménagement du territoire numérique. Donc l'initiative, ça c'est extrêmement important. La démocratie, c'est-à-dire que finalement, le numérique, mais à chaque fois c'est comme ça, d'ailleurs tout ce qu'on a dit ce matin le redit, c'est-à-dire le numérique repose en fait les éternelles questions depuis l'Antiquité. Toujours, enfin, c'est simplement c'est que la modalité ou la façon de le dire change. Mais finalement, c'est pour ça qu'on dit souvent que le numérique devient qu'un outil. Parce que finalement, cette confiance, elle se construit dans le projet, elle se construit dans l'échange, elle se construit aussi dans, d'une certaine manière, je crois que j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Je vais revenir. L'initiative, la démocratie, c'est extrêmement important et ça repose, donc le numérique repose cette question de la démocratie. Le E de l'échange. Et là, je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il faut reprendre vraiment les choses à la base, c'est-à-dire que si on n'est pas dans le dialogue et dans ces nouvelles gouvernances ou dans l'association de toutes les composantes, on rate. Et puis le M, c'est la mutualisation, et ça a été dit ce matin. Et donc on voit bien, il y a des enjeux de coût, il y a des enjeux de pensée, on est d'intelligence quelque part, puisque à plus quand même, on est un tout petit peu plus intelligent, enfin normalement. Voilà. Et donc, idem, c'est ça. C'est idem, c'est e-démocratie, mais c'est idem veut dire aussi faire la même chose, mais en mieux. Voilà. Donc ça, c'est la proposition méthodologique. Maintenant, quand je dis ça, j'ai pas de solution à apporter. Je dis simplement, on a une vision stratégique des ressources et il faut accompagner cette transformation-là. Et on en est au tout début. Et probablement qu'il faut beaucoup travailler. Voilà, j'en arrête là. Alors, juste en quelques chiffres, là, aujourd'hui, combien de communes sont en relation directe avec ou sur combien de communes vous impactez et sur lesquelles de ces parties-là? Alors, trop peu. Et c'est pour ça que j'abonde sur le sujet de qu'on n'est pas prêt. Parce que finalement, ce programme... Il y a un enjeu d'acculturation. Oui, voilà, parce que ce programme, et là on en vient sur le programme précisément. Le programme dit il faut acculturer les élus comme les agents. Il faut former les agents aussi, former les élus probablement aussi. Et le troisième axe, c'est la notion de projet et d'accompagnement de projet. Donc cette formation, cette acculturation se fait aussi en construisant du projet, donc en prenant des initiatives, en prenant le risque, en se trompant. Mais l'innovation, c'est une prise de risque, toujours. Et puis peut-être, quelquefois, elle se fait sur les marges. Donc il faut peut-être se décaler un petit peu. Comme je dis souvent, comme je répète souvent, parce que c'est pour moi qui ai inventé ça, on n'invente pas l'électricité en améliorant la bougie. Donc faut vraiment se décaler, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Et comment se décaler aussi, c'est que là, quelque chose qui m'est vraiment très cher, comme problématique. Et là, je prends en même temps un petit peu ma casquette de coordinateur au pôle test des collectivités connectées. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on peut avoir des demandes, mais il y a aussi des besoins. Et donc, il faut faire la différence entre le besoin et la demande. La collectivité aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas totalement prête, alors c'est forcément variable, elle a des demandes, mais ces demandes sont mal exprimées parce que le besoin lui-même n'est pas assez cerné. Par contre, donc ça
donc ça constitue de fait pour la collectivité, pour ses services numériques, enfin les services qu'elle donne aux citoyens, certains peuvent être numérisés de manière assez astucieuse, intelligente. Donc ça constitue une demande face à une offre qui, elle, est dans les entreprises aujourd'hui. Et pour bâtir cette confiance, il faut relier cette offre, souvent très d'ingénieurs, très technologiques, etc., qui ne part pas toujours forcément de l'usager, quoique maintenant, les entreprises, justement, à travers les Fab Labs, à travers les espaces de coworking, à travers les tiers-lieux demain sauront le faire davantage. Mais n'empêche, spontanément, ont une vision de la collectivité qu'il faut qu'elle soit rectifiée. Et de même, il faut établir aussi de la confiance entre la collectivité et les offreurs de solutions. Donc ça, à travers le pôle transactions électroniques sécurisées, on a la chance qu'il soit à Caen, et bien, ce travail d'agrégation entre les collectivités et les entreprises doit pouvoir se faire. Art Déco en est l'un des éléments, mais il y en a un autre. Il y a un autre projet qui s'appelle League of Bat, on n'en a pas parlé, mais qui est plutôt sur la question de gérer le marché public des collectivités autour notamment du bâtiment dans la première expérimentation, mais qui demain devrait simplifier aussi complètement toute la chaîne du marché public. Les collectivités, le marché public, il y a deux façons d'acheter, de dépenser de l'argent pour la collectivité, c'est la subvention et c'est la commande publique. Donc il n'y en a pas d'autre. Enfin, si les adhésions à des associations comme Ville Internet, mais ça, à la limite, n'hésitez pas d'ailleurs. Mais bon, non, mais voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc la confiance, elle est aussi dans le rapport que l'on a avec le prestataire. Et il faut le connaître. Et le prestataire doit aussi connaître mieux la collectivité pour finalement vraiment correspondre à un besoin. Alors peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure sur les perspectives. Oui, sur les perspectives devant le ministre, gardez-vous avec certains de vos collègues ou d'autres élus. Cela dit, pour répondre directement à la question sur combien de collectivités, ce qu'on observe dans le premier appel à projet IDEM, on a eu 4 réponses. Dans le deuxième, on en a eu 16, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 4. Donc cette année, on attend 48. Très bien. Très bien. Donc, avis aux collectivités normandes. C'est le moment de répondre aux appels à projets. La demande est exponentielle, je sais. Voilà, pardon. Juste une remarque sur la difficulté parfois de sensibiliser les élus notamment et les communes d'une manière générale. Pour rappeler que, pour faire un parallèle avec tout ce qui est aménagement numérique et surtout côté infrastructure, je crois que c'est en 2013 que nous avons organisé, État, région, conseils généraux, une journée très haut débit qui avait connu justement une grande influence. Mais c'était justement aussi parce que avant des échéances électorales, il y avait une véritable pression du citoyen sur ses élus sur cet aspect, est-ce que je vais avoir la DSL, est-ce que j'ai la fibre, Voilà, il y avait un besoin, il y avait une attente, et l'élu sentait bien que justement il était sous pression par rapport à ce genre de choses, et que quand bien même il y avait un terme effectivement d'échéance électorale, c'est une question qu'il lui fallait prendre à bras-le-corps. Et sur les aspects usage et services, il n'y a pas encore tout à fait cette pression actuellement, mais on sent que ça monte. Et je pense qu'on va y arriver. On va y arriver à avoir cette pression sur les élus qui vont faire qu'effectivement, ils vont se sentir plus sensibilisés et qu'on va pouvoir effectivement développer un peu plus de services avec l'aide de l'ensemble des élus. Sachant qu'à Ville Internet, on a construit un plan, vous l'avez vu dans le Cité en réseau qui est dans vos sacoches, vous le retrouverez, justement 2016-2020. Pour qu'on espère que tous ensemble, notamment ceux qui sont ici, puissent se mettre dans une perspective accélérée de déploiement des services, notamment des services essentiels. Parce qu'on a parlé des services comme si tous les services étaient à niveau égal, mais on peut se dire que quand on prévoit ou quand l'État prévoit d'accéder via France Connect, via un single sign-on, comme on dit, unique, à certains services, on peut se demander quels sont les services essentiels qu'il faut rendre. Et probablement, c'est là aussi où la concertation, notamment entre l'État, les collectivités locales, les collectivités territoriales, doit se faire, puisque aujourd'hui, les services essentiels ne sont probablement pas les mêmes dans les communes avec de l'habitat dispersé et plutôt rural, ne sont pas les mêmes dans des communes maritimes ou de montagne ou dans des communes ou dans des grandes agglomérations, par exemple. Donc,
est à définir. On a tenté de le faire à Ville Internet avec une première étude sur les données qu'on a aujourd'hui des collectivités locales. Et donc, on a essayé de voir avec Deloitte comment ces initiatives que les Ville Internet portaient rentraient dans les compétences officielles des collectivités locales et comment ça nous pouvait permettre d'identifier des services essentiels. Donc, je vous renvoie à ce document qui est en ligne, qui reste complexe parce qu'évidemment, la plupart des services numériques sont transversaux aux compétences des collectivités et n'adressent pas uniquement un seul service. Donc, la notion même de service du point de vue du secteur public est peut-être à recomposer, repenser, reposer ensemble avec les habitants. Puisqu'effectivement, la demande de service n'est probablement pas la même non plus depuis qu'ils sont usagers du numérique commercial et qu'ils le sont du coup souvent en avance de demande par rapport aux services existants tels qu'ils sont proposés via le numérique par les collectivités aujourd'hui. Donc voilà, donc un plan 2016-2020 vers les élections municipales pour porter dans les projets, dans les programmes, cette dynamique basée sur de la réalisation concrète et de la mise en place concrète. C'est pour ça que nous, on fait partie de ceux qui soutenons en quelque sorte ce projet de France Connect en le mettant à l'épreuve sur notre propre site d'ailleurs, puisque vous pourrez vous connecter sur le site de Ville Internet avec cet outil. On verra bien si ça marche tous ensemble et on pourra en faire le bêta-test aussi au niveau des collectivités. Est-ce que, avant de conclure, une autre remarque? Voilà, je vous en prie. Parler des problématiques des élus dans tout le millefeuille vis-à-vis de citoyens qui sont quand même des usagers, des demandeurs qui viennent chercher des services. Mais il y a tout un volet, et vous venez d'évoquer l'échéance des prochaines élections au moins municipales. Est-ce que l'apparition d'une citoyenneté numérique, vous l'envisagez d'un point de vue simplement politique, comme d'un point de vue simplement administratif, comme la modification de votre façon d'être au service des usagers, ou comme une possible transformation politique? On a beaucoup dit, d'un point de vue historique, que sans Gutenberg, il y aurait eu ni la réforme ni la révolution. Les gens, ils ne vont pas simplement chercher à savoir combien ils ont de points en plus ou en moins sur leur permis de conduire. Ils vont peut-être s'en servir pour créer entre eux d'autres liens, d'autres communautés, d'autres enjeux, d'autres façons de communiquer, d'autres médias, on le voit actuellement avec la pression quand même insensée qui est faite à travers une pétition qui a déjà recueilli 1 million de voix contre un projet qui, il est vrai, n'est pas encore passé au Conseil des ministres. Donc il y a un poids croissant de la société civile numérique sur l'appareil politico-administratif. Et je ne pense pas qu'on puisse en rester simplement à dire la citoyenneté numérique, c'est une nouvelle façon de vérifier ses points de permis de conduire. Ça va être une nouvelle politique numérique. Non, mais bien sûr, moi, franchement... On ne va peut-être pas entamer le débat, mais... Non, mais je trouve que le propos est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que je pense que dans les projets, les initiatives que doivent porter les collectivités, c'est de penser la ville avec le numérique. Alors certains vont parler de ville intelligente, de smart city, des choses comme ça. Mais effectivement, si on était capable de penser la commune, la ville, la communauté de communes, son département ou même sa région, ça c'est extrêmement important. D'ailleurs, au passage, si cette notion d'identité est utile, c'est parce que quand je suis moi, un individu, j'habite une commune, ma référence est aussi une communauté de communes, c'est un département et c'est une région. Donc on voit bien la légitimité aussi à ce qu'il y a à un moment donné une fluidité dans tout ça. Et je suis la même personne à chaque fois. Donc pourquoi je dois décliner 4 fois mes choses et encore chaque service. Mais si on est capable de penser cette smart city, en fait, qui n'est pas simplement les smart grids, mais c'est le penser comme un réseau social. La pensée comme un réseau social. Et donc ça reconvoque en fait... tout l'urbanisme, quelque part, l'architecture. Et toute la politique. Et ça, c'est éminemment politique. Ouais. Éminemment politique. Ouais. Et évidemment, alors après, dans les initiatives, comme je vois certains projets qui nous ont été déposés récemment dans l'appel à projet IDEM, où on dit, ben voilà, moi ce que je veux, c'est que les citoyens participent à la vie de la commune, me signalent une anomalie, tu as parlé d'IPROX, etc. Voilà. D'ailleurs, au passage, merci pour la remarque mathématique sur le fait que je n'ai pas été assez ambitieux, c'est pas 4, 16, 48, mais 4, 16, 64, bien entendu. Merci.
C'est pas comme si j'avais pas été prof de maths, effectivement. Non, mais parce que c'est un peu de la modestie aussi. Voilà. Je suis désolée, parce que c'est un sujet à part entière. Parlons-en. Non, mais la question est refondation démocratique par les dispositifs numériques, etc. Alors, un tout petit mot, parce qu'on va devoir... on passe sur un agenda ministériel dans quelques minutes, donc il va falloir que... je vais être obligée de m'adapter. C'est très bien placé. Voilà. Merci. Non, je voulais vous donner 3 anecdotes. Oui. Moi, d'abord, je crois beaucoup à la vertu de l'exemple et à la vertu de la pédagogie, sans partir des programmes de formation, etc. Un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. J'ai dit, je viens de ce monde du numérique, j'y ai passé des années. Je faisais, comme tout le monde, beaucoup d'anglicismes. On se fait reprendre chaque fois. Mais bien sûr, moi, je me suis fait reprendre. Une ville Internet. Je me suis fait reprendre. Voilà. Alors, non, mais trois anecdotes rapides. Je vais à la piscine, je suis le seul élu à la piscine. Il faut renouveler son adhésion à la piscine tous les trimestres. Alors, il n'y a pas longtemps, j'étais dans la queue, il y avait 50 personnes qui me disent c'est scandaleux, les papiers, alors qu'est-ce que vous foutez en se tournant vers moi? Je dis écoutez, on va faire du numérique. Ah bon? On m'a dit non, c'est compliqué, moi j'ai vraiment pas confiance. Voilà un peu la réaction. Et tous de se retourner sur leur smartphone pour continuer sur leur application mobile, quand même. Sans doute, sans doute. Mais moi j'ai été pris à partie avec ça. Bon. Deuxième chose, j'ai fait valider en conseil communautaire à l'unanimité lundi soir la pépinière d'entreprise du Pays d'Auge. Bravo. Merci. J'ai dû faire de la pédagogie pour expliquer ce que c'était que le coworking, le Fab Lab, les bureaux numériques, etc., le télécentre, des choses comme ça. Et j'ai entendu des choses du type mon cher collègue, pourquoi tu veux faire un télécentre? On a déjà un centre d'appel. Oui. Non, mais je donne ces exemples-là. C'est pas pour me moquer des gens. C'est pour vous dire à quel point on est très loin. Et ce matin, il y avait le forum emploi-formation à Lisieux. C'est nous qui l'avons organisé. Je tombe sur une dame charmante d'une 40aine d'années. Elle me dit, vous occupez du numérique? Je dis, oui. Mais elle me dit, vous savez, moi, j'ai pas d'iPhone. Et je n'y crois pas. De toute façon, c'est une mode. Oui. On va revenir bientôt au papier. Moi, je garde mon appareil photo. Je dis, très bien, madame. Voilà. Et d'autres étaient là en disant, oui, le numérique. Donc, moi, je veux au travers de ces anecdotes, attirer l'attention sur le fait... La fracture énorme qui existe. Culturelle. Je terminerai en disant... Le maire qui est maire de cette commune de 120 ou 130 habitants qui me dit mais comment je vais faire pour la proximité moi maintenant? On est très loin de la communauté d'agglomération. Je dis tu auras du numérique, mais c'est quoi? Mais comment je vais faire? Et c'est lui dans sa commune de 130 habitants qu'on interroge. C'est pas la région, donc, c'est Cédric pas le Pégeot, département. On a besoin de vous. C'est pas l'État. Voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Donc merci à vous tous. On va donc appeler un nouveau panel. Je vais demander à Yvon de rester parmi nous pour cette fois-ci. Et là aussi, surtout, alors si vous avez des questions, c'est peut-être le moment, mais l'idée est de voir les perspectives. Alors pour ça, on a essayé de rester très proche du territoire, parce qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît bien ensemble. Et donc je vais demander à Patrick Janonez s'il n'est pas là finalement. D'accord, il n'est pas là. Donc Marc Le Serre, de toute façon, si vous voulez bien nous rejoindre, je sais que vous allez vous interrompre pour recevoir le ministre. Mais Véronique Mémo, bien sûr, donc conseillère départementale du Calvados, et donc Yvon Noël, qui va essayer de reprendre la parole tout à l'heure pour nous dire la réalité des projets concrets qu'on a abordés là un petit peu, mais et de ce qu'on imagine pour la région dans les mois qui viennent. Alors, je m'assois avec vous, parce qu'à force d'être debout, je fatigue. Et je voudrais, Véronique Mémo, que vous réagissiez déjà à ce que vous avez entendu. Peut-être à la fois, si vous le voulez bien, ce que vous avez appris éventuellement, ce qui vous a éclairé sur est-ce qu'il y a des sujets qui ont été abordés aujourd'hui? J'ai vu que vous suiviez avec une attention très très forte, et je vous en remercie parce que ça laisse penser qu'il y avait des choses à découvrir. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus pour une première question, et qu'est-ce que ça vous donne envie de faire en le projetant à la fois sur les champs des possibles dans le département, mais également au-delà, c'est-à-dire dans l'ambition sociétale que vous pourriez avoir grâce à cette révolution numérique?
Là, je reprends des mots-clés, mais... Alors, tout d'abord, j'ai été heureusement surprise parce qu'en arrivant aux Assises du numérique, j'avais l'impression que j'étais dans une bulle, que je ne sais pas ce que j'allais trouver, je n'avais pas comprendre les informations, le langage. Et en définitive, je vois que tout le monde est préoccupé par les mêmes choses. Nous vivons tous la fracture numérique. Je reprendrai, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Madame là, de Vannes, disant que tout n'est pas si simple en définitive et que nous-mêmes, nous sommes confrontés avec quelque chose qui va très très vite. Et pourtant, nous sommes impliqués dans cette démarche de numérisation. Alors on peut comprendre que nos citoyens, nos concitoyens, plus jeunes ou moins jeunes, soient complètement perdus et surtout effrayés. Donc j'ai été rassurée. Moi, j'avais des interrogations. Tous les jours, je suis bien sûr conseillère départementale, mais aussi maire d'une petite commune de 218 habitants, avec beaucoup de personnes âgées. Je pourrais dire également que c'est un territoire agricole, mais là, c'est autre chose, parce que du fait de la dématérialisation, toutes ces personnes ont dû se mettre à très numérique. Ah, c'est très, très numérique. Beaucoup d'appropriation des usages. Mais le problème, c'est que bien que le département affiche une ambition très, très importante pour développer l'accès Internet sur tout le territoire, on a construit un réseau d'initiatives publiques. Il faut rappeler qu'en 2017, 75% des logements du Calvados seront couverts, alors que l'objectif national n'est que de 50%. Nous couvrirons à cette époque-là tout ce qui est EHPAD, les ZAE, les collèges, les lycées, les gendarmeries, les casernes de pompiers. Donc c'est une couverture maximale. Le département est vraiment très très ambitieux et a eu un projet qui était très novateur à l'époque. Mais on assiste, alors je vais vous parler d'une autre fracture, parce que 75% du territoire, ça sera couvert en partie par la fibre, mais le reste, ça sera couvert aussi par des antennes radio. Et j'ai assisté, moi, à quelque chose, parce que dans mon village, ce sont des antennes radio, c'est du Wi-Fi Max, qui marche bien, à condition qu'on ne soit pas au fond d'un vallon avec un arbre entre les deux. Et le département a fait toute une publicité sur ces abribus pour inciter les gens à opter pour la fibre et se brancher. Et on m'a dit, mais c'est toujours les mêmes. C'est la ville, c'est les agglomérations. Et pourquoi nous, en campagne, on ne peut pas avoir un accès normal à Internet? Donc vous voyez, c'est une autre fracture numérique qu'on a à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur expliquer? Que ça va venir en 2030 ? Mais que pour l'instant, on a le Wi-Fi Max et que ça marche. Il y en a d'autres qui, pour ceux qui sont effectivement pas couverts, on a encore les réseaux par le filaire. Mais en gros, on a une insatisfaction qui est différente de celle que certains autres peuvent retenir. Et ça, c'est dû au département du Calvados. Mais il faut noter également que, bien que le département du Calvados soit très ambitieux, on a un département voisin qui est exemplaire, c'est la Manche. La Manche a une couverture qui est exceptionnelle. Ils sont très, très en avance sur le service mutualisé pour les administrations publiques. Il doit nous servir d'exemple. On doit le prendre également comme moteur, comme exemple, et travailler avec eux. Et à la limite, on souhaiterait associer également tous les départements normands pour faire une grande Normandie numérique. Et ça, il faut qu'on y travaille énormément. On a une expertise. Il faut savoir qu'à titre national, le Calvados fait partie des 13 départements qui sont en test pour la mise en ligne des marchés publics avec une signature électronique. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Donc, nous travaillons. Nous continuons à travailler. Alors, j'ai la chance de travailler, moi, maintenant, avec Amélie Brun, qui est à la DEMAP et à la modernisation. Alors, pourquoi je suis arrivée à ce poste? C'est tout simplement qu'à l'occasion des nouvelles élections qui ont eu lieu l'année dernière, le cabinet et la direction générale des services a décidé de déléguer un élu pour assister et puis pour apporter des questionnements et pour essayer d'avoir des réponses pour faciliter le travail des élus. Et je ne me rendais pas compte, et Amélie non plus, je pense, ne se rendait pas compte de toutes les difficultés que les élus pouvaient trouver. Alors on est content parce qu'on est tous équipés de tablettes et on vient de faire un test sur l'ensemble des élus et tout le monde utilise sa tablette.
Tout le monde utilise cette tablette et on a en plus des demandes parce qu'on ne va pas assez loin, nos boîtes mail sont très très vite saturées. On voudrait avoir des dossiers pour pouvoir classer nos mails, pour pouvoir classer les demandes des différents cantons. Et on a un besoin qui s'amplifie. En deçà, on a également simplifié, on cherche à simplifier un petit peu le travail des élus. Et je peux vous donner un exemple. Plutôt que de recevoir à la fois les convocations pour les commissions permanentes ou commissions préparatoires ou commissions réunies une fois par mail, une fois par courrier, si ce n'est pas une deuxième ou une troisième fois par courrier, des assistantes qui vous appellent pour savoir si vous allez être présente ou non pour pouvoir créer des pouvoirs, on a décidé à court terme maintenant d'envoyer toutes ces convocations par Outlook. Donc une simplification du travail, mais c'est un changement de mentalité. Alors on a la chance d'avoir une assemblée qui s'est rajeunie et tout le monde est partant. Et tout le monde est d'accord pour se dire on a beaucoup de travail, il faut nous simplifier le travail. Et mon rôle est un petit peu d'apporter au service de la DEMAP toutes ces demandes et toute cette organisation qu'il faut mettre en place. Alors évidemment, ça va se faire, mais je trouve quand même que ça se fait assez rapidement. Et nous avons plein d'autres projets parce que puisque on va mettre en œuvre d'autres ressources, il va falloir former les élus. On a pour ça un outil magnifique qui est à Caen avec le département qui s'appelle le rond-point numérique, que je vous invite à visiter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et on va donc créer des tables rondes, on va créer des formations pratiquement à la demande pour les élus. Voilà, je crois que notre travail est important. On avance très très vite sur le département, mais il ne faut pas oublier quand même tout ce qu'il y a derrière au niveau de nos cantons. Et je travaille avec Bernard également sur la communauté d'agglo. On est d'accord tous les deux pour faire avancer ça, mais ça va être très très long et très très difficile. Donc, à la fois du temps, mais en même temps de l'accélération, de la mutualisation, en tout cas des logiques de modèle avec le département de la Manche. Effectivement, quand on vous écoute et quand on sait ce qui a pu être fait, on se demande, mais on ne va pas, c'est une question un petit peu maligne, mais on ne va pas y répondre, mais on se demande pourquoi ça n'a pas été fait en même temps, comment les jeux politiques peuvent faire que les choses se déploient dans des frontières sur des sujets aussi génériques. Et je me permets mon rôle de tiers extérieur me permet de prendre la parole de cette manière-là. Mais je pense que c'est un exemple à suivre et à ne pas suivre. Il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'il y a de l'interterritorialité nécessaire sur le numérique et c'est ce que vous jouez complètement en l'ayant compris dans ce que vous nous avez expliqué, dans le rôle notamment auprès des cantons, etc. Je retiendrai également quelque chose qui me permet de rappeler une phrase qui a été mise récemment par Michel Autier, qui est un mathématicien inventeur des arbres de la connaissance, et qui disait, mais aujourd'hui, il faudrait que les élus, il l'a dit au moment le 18 février de la remise des labels via Internet, il a dit il faudrait que les élus se mettent enfin dans un rôle de leader-serviteur. Et vous avez dit que vous vous mettiez au service des autres élus pour les aider et les accompagner, on l'a entendu aussi. Et donc cette logique de leader-serviteur peut-être pourrait être reprise. Alors, il y a également une volonté certaine du cabinet et puis du département, puisque le département de modernisation a été rattaché directement à la direction générale des services. Donc on a un lien qui est très très rapide et qui est très efficace. Et ça, il faut reconnaître que grâce à ça, on évite tous les obstacles qui pourraient se trouver sur notre chemin. Donc transformation du territoire, volonté politique, et on arrive à effectivement une transformation, enfin l'organisation pour la transformation du territoire. Voilà, exactement. Très bien, merci beaucoup. Alors, Yvon, si on revient sur la région, moi j'aimerais comprendre pourquoi une région, aujourd'hui, avec la volonté que vous avez, parce que pour le coup, il y a de la volonté politique, en tout cas nous a-t-il semblé au cours des dernières années, au-delà des périodes électorales, etc., mais on a une constante sur les deux régions maintenant regroupées, avec une volonté forte sur le numérique. Donc, comment on accélère? Comment on fait que, oui, on va aider les départements à se coordonner? Comment on va faire du transpolitique? Parce que c'est ce on abordait ça à la fin de notre discussion précédente. Mais est-ce que c'est quelque chose de possible? On dit on vient mettre les élus en réseau, on va les aider à se parler, on va les aider à se former, on va leur apporter de l'information, mais bien souvent, pour des jeux
culturels, on va dire. Ils ne se retrouvent pas ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui est est-ce que c'est un frein ou est-ce que je me trompe de question? Alors, évidemment, ça n'a échappé à personne. Comme je dis souvent, on a changé la carte mère et les systèmes d'exploitation en Normandie, puisqu'on s'est agrandi. On a une alternance politique, donc il faut que les choses se remettent en place. Pour l'instant, je pense que la détermination en matière de développement numérique, elle est là. On est au travail, hein, je veux dire, là-dessus. Là, dans les orientations budgétaires, le budget primitif, tout ça, on a bien le numérique qui est fort. Donc, je pense que là-dessus, il y a une voie qui est bien tracée. Cela dit, je ne peux pas aujourd'hui donner des axes stratégiques, hormis les éléments que j'ai indiqués tout à l'heure. Aller beaucoup plus loin, parce que je pense que c'est aussi aux élus de s'exprimer sur cette question-là. Ils ne l'ont pas encore fait d'une manière globale pour l'instant, et ça va venir, parce que vous comprenez qu'il faut réorganiser un petit peu la maison là, en ce moment. Bien sûr. Donc voilà, cela dit, on réorganise la France. Les discussions qu'on a eues déjà avec la direction générale et avec les élus montrent bien que de toute façon, que le numérique, c'est un vrai sujet. On parle d'une gouvernance, on parle du G6, on parle puisque les 5 départements plus la région. Donc je pense qu'il y a des valeurs de gouvernance. Tout à l'heure, je l'ai pointé, donc ça, c'est absolument indispensable. Donc ça va permettre sans doute d'actionner l'idée de la coordination de l'action publique, voire de la mutualisation. Il y a aussi peut-être une mise en cohérence des choses qui vont être faites. Après, il y a tout le travail de ce que j'appelle, moi, l'accompagnement, ce que j'appelle la prise de risque dans l'innovation. Je trouve extrêmement important, parce que là, la région Normandie met en avant énormément le développement économique. C'est assez important, puisqu'il faut que le numérique, on va dire, puisse répondre à la promesse de l'emploi. Et ça a été dit ce matin, ça déjà. Et c'est pas évident, parce que dans toute grande mutation technologique, en fait, il y a une destruction d'emplois et une reconstruction d'emplois. Or, on observe aujourd'hui que ces promesses de réemploi ou de régénération de l'emploi, elles ne sont pas forcément au rendez-vous. Ou alors, autre hypothèse, on n'a pas les instruments pour le mesurer. Parce que c'est ça le problème. On est peut-être en panne d'indicateurs aussi. C'est assez complexe. Néanmoins, cette question de l'emploi est absolument importante. Et donc, qu'est-ce qui va régénérer certainement cette dynamique d'emploi ? C'est sans doute aller prendre des risques et aller sur des terrains d'innovation. Tout à l'heure, je disais, c'est pas en améliorant une technologie qu'on en invente une autre. Et singulièrement sur la question de l'identité numérique, qui est quand même un petit peu le sujet d'aujourd'hui, et la confiance, peut-être à vouloir absolument fabriquer une identité numérique, peut-être qu'on se trompe de débat, on se trompe de questions. C'est vraiment... ça, c'est vraiment la question de la perspective. Est-ce que, et notamment quand tout à l'heure, là, au Café Gourmand, là, oui. On a parlé de la blockchain et de ce que ça pouvait éventuellement faire bouger, ça risque de faire bouger les lignes d'une manière très importante. Ça peut proposer des modèles qui sont complètement... D'ailleurs, la question a été posée à un moment donné, mais comment je m'identifie ? Identifie, c'est tout simplement une paire de clés, une clé privée, une clé publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être titulaire en fait, d'un code qui ne va pas être exactement notre identité. Ce n'est pas l'identité, c'est simplement de dire je suis légitime à un moment donné à dire quelque chose à quelqu'un dans la transaction, et comme je vais mettre ces éléments, donc le destinataire et l'émetteur dans la transaction, enfin je veux dire, on va apposer chacun notre signature quelque part. C'est une signature chiffrée, numérique, parce que comme cryptée, informatique... Oui. Alors elle est chiffrée, plutôt que cryptée, je préfère dire chiffrée. Et donc du coup, ceci est infalsifiable, puisque du coup, le calcul qui va permettre que cette transaction soit déposée dans ce grand livre de cette base de données historique, eh bien, voilà. Et donc, on est dans une logique donc extrêmement innovante. Encore une fois, je ne sais pas si ça va être choisi. Oui, c'est ça, c'est la question des ruptures. C'est-à-dire qu'on passe. Voilà, c'est ça. On a une série de ruptures très récemment, d'ailleurs, en très peu de temps. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un protocole, c'est un nouveau protocole d'échange.
Et donc, ça va bousculer notre façon de faire. Et c'est bien. Alors, du coup, certains dire que ça va ubériser Uber. Enfin, voilà, ça va jusque-là. Alors, le problème, c'est que ubérisation, il faudrait avoir une définition propre, claire, nette de ce que ça veut dire. Parce qu'à la limite, on pourrait avoir des mauvaises ubérisations et des bonnes ubérisations. En tout cas, la désintermédiation, ça, c'est sûr. Donc, il n'y aura pas d'ubérisation des services régionaux en Normandie. C'était plutôt avant que je parte à la retraite, non. Voilà. Le garant de la confiance. Ça, c'est ça. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Et c'est un rôle... Je vous en prie. On y veillera. On y verra. Hein. Et c'est d'ailleurs, blague mise à part, le rôle de l'État, enfin, de l'acteur public, que justement de maintenir cette confiance. Alors c'est là aussi où on est toujours dans le paradoxe, à une période où la crise démocratique est réelle, où la crise de confiance dans les institutions est exprimée à tout bout de champ, largement et parfois rapidement grâce aux outils numériques. On en a parlé, la situation aujourd'hui, par exemple, en est un symptôme. Donc on se trouve dans cette précipitation comme ça qui fait qu'on a plus que jamais besoin de la confiance en une organisation, en un groupement où, Laurent Charéron qui m'interrompt, il a raison parce que je l'avais proposé. Alors le micro. On peut poser la controverse, mais vous dites qu'il n'y aura pas de numérisation, mais moi je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'ubérisation. Le jour où Uber décide de prendre en charge les ambulances, par exemple, il y a ubérisation d'un service public qui est celui des ambulances et de la santé. Et ce n'est pas dans 10 ans ou quand vous partez à la retraite, c'est maintenant. Je ne sais pas qui a dit qu'il n'y aura pas d'ubérisation. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit, en tout cas, moi. Mais, qu'on serait garant qu'il n'y aurait pas d'ubérisation des services publics. De services publics. Moi, franchement, je n'en sais rien. Mais encore que... Il faudrait définir ce que veut dire ubérisation proprement, parce que sinon on peut dire... avant ubérisation, avant la crise Uber, on disait privatisation par le décloisonnement et par la relation directe entre l'usager et l'offreur de services, qui bien souvent était devenu privé aussi de longue date. Donc, parce que les ambulances, c'est déjà privé, par ailleurs. Non, mais je pense qu'il faut faire injure à personne. Je pense qu'il y a de la valeur dans l'activité humaine. Si l'ubérisation consiste à dire... la façon de capter la valeur, elle est complètement changée. Alors oui, ça, l'ubérisation, c'est ça que ça veut dire. Donc là, oui, tout sera ubérisé un jour. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est la question des intermédiaires et qui est ô combien posée parce qu'on entend sur la crise agricole en ce moment, notamment, des choses comme ça. Donc on aime bien les circuits courts. Alors le circuit court dans le numérique, ça veut dire quoi ? On a des modèles. Je ne voudrais pas être monomaniaque sur la blockchain, mais c'est une des propositions. Vous avez un fan, hein ? C'était imprévu. Hein c'est-à-dire que, d'abord, ce sont des protocoles qui existent depuis longtemps, hein, y compris la blockchain. L'Internet était déjà. Et la crypto, je veux dire, c'est la base de la carte à puce. Donc on connaît. Hein, je veux dire, donc c'est pas du tout nouveau. Simplement, c'est que scénario d'agrégat de ces technologies-là qui propose maintenant quelque chose qui, d'une certaine manière, apporte une fiabilité et qui propose en fait un nouveau service ou une façon nouvelle d'organiser le service. Alors, donc, c'est comment on capte la valeur. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, mais attendez, il y a des bonnes, je traduirais, il y a des bonnes et des mauvaises ubérisations, parce que il y a aussi des gens qui font ça uniquement pour le profit. Le profit qui est intéressant quand on est dans la sphère publique, c'est l'intérêt général. C'est celui-là qu'on veut. Oui. Alors, et celui-là, il n'est pas détournable parce que l'intérêt général, c'est l'intérêt général. Maintenant, les intérêts particuliers, donc en fait, la captation de la valeur, à un moment donné, elle bouleverse du coup les principes même économiques. Et là-dedans, la question de l'emploi est sérieusement bousculée. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, toutes les promesses d'emploi ne sont pas forcément au rendez-vous avec la numérisation globale de notre vie. Donc il faut s'intéresser à ça. C'est pour ça que ça interroge aussi bien la question du travail, la question de l'auto-entreprise d'ailleurs, du coup, devient une autre réponse. Parce qu'on n'est plus dans la logique de produit, on est dans une logique de multitude. À un moment donné, une entreprise fait un produit, c'est un produit unique qui doit servir à 100 000 personnes et c'est le même produit. La numérisation dit autre chose. Elle dit ce que vous achetez finalement va être personnalisé. L'ubérisation. Alors ça, c'est pas encore l'ubérisation, mais c'est un changement de paradigme dans l'économie. Donc,
on va guetter vos prochaines conférences à destination des élus. On vous incitera peut-être, pourquoi pas. Voilà quelque chose qu'on peut faire avec vous, Ville Internet, venir vous chercher pour vous exprimer sur ces sujets-là, parce qu'on a assez peu de responsables dans les territoires qui se questionnent sur ces nouvelles ruptures qui sont en train de se construire. Mais en même temps, il ne faut pas décourager tous ceux qui essayent déjà de répondre aux fractures anciennes, qui restent des fractures de l'accès, etc. Donc les enjeux républicains tels que l'égalité d'accès au réseau, mais d'accès aux services, la question des services publics essentiels, la question de la continuité du service, qui n'est pas toujours valable dans les situations ubérisées, par exemple, et la question de la gratuité, en tout cas de la bonne répartition de l'argent public, rappelons-le, qui doit être vécu différemment. Là, on parle comme s'il n'y avait que un marché des services, du numérique, etc. Or là, on est bien sur l'usage de l'argent collectif, de nos impôts et de l'argent qui doit servir à l'égalité et aux valeurs républicaines. Je pense que c'est ce sur quoi tous les trois, en tout cas ici, vous cherchez à travailler, et vos élus à la région aussi. Marc, pour partir sur cette vision-là, puisqu'on est dans la perspective de ce que nous amène cette société qui se construit avec des identités numériques maintenant qui vont être peut-être plus faciles, en tout cas d'utilisation, et qui vont permettre d'accéder à plus de services publics, peut-être à des services privés, on nous l'a dit ce matin. Comment vous le projetez dans votre programme, dans votre projet politique, y compris ici ? Alors, vous parliez de partir. Nicolas me faisait signe il y a au moins 2 minutes que le ministre arrivait dans 5 minutes. Donc, voilà. Vous allez peut-être me voir filer pour aller l'accueillir. Mais d'ici là, je crois que nous avons à la fois une responsabilité qui est celle de poser un certain nombre d'éléments qui sont des éléments d'accès globalement, c'est-à-dire d'infrastructure d'abord. Je salue Orange, puisque nous sommes en train de finaliser notre dispositif de fibre dans cette commune, comme d'ailleurs c'est une grande action organisée au niveau de l'agglomération. Donc, premier élément, l'accès physique. Ensuite, l'accès en termes de moyens, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité d'accéder personnellement à cet usage. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons développé avec la région un EPN qui permet à tout un chacun de pouvoir accéder au dispositif. Ensuite, ça a été posé, est-ce que je suis en capacité en termes cognitifs, ça renvoie aux problématiques d'illettrisme, etc., d'accéder aux usages. Et donc, il y a là des choses fortes qui ont été dites ce matin, notamment par le conseil départemental, sur cette question-là. Ensuite, est-ce que je suis en capacité de faire confiance ? C'est-à-dire que accéder, c'est aussi faire confiance, c'est-à-dire avoir intégré ce qu'on a appelé la culture du numérique ce matin, c'est-à-dire être dans et cet après-midi, c'est-à-dire être dans cette dynamique qui m'amène très directement à considérer que ces outils sont des outils du quotidien pour moi, et qu'il y avait ce paradoxe à la fois où on disait que, alors qu'on aurait pu transmettre un document par l'Internet, on allait plutôt le porter au guichet, et qu'en même temps des jeunes étaient complètement ouverts ouvraient complètement leurs données aux GAFA, et en même temps hésitaient à les transmettre un document administratif traditionnel. Donc ces différents niveaux d'accès, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a cette rencontre entre le public et le privé, me semble-t-il, sur les accès. C'est-à-dire comment est-ce qu'un certain nombre alors on a évoqué la problématique de l'identité numérique et des données, et donc de leur protection, de la sécurisation, de la confiance, ce matin, mais on n'est pas dans deux mondes qui ont vocation à ne pas se rapprocher, voire à se tutoyer, et donc à se rencontrer. Donc comment est-ce qu'à un moment, on est en capacité de poser des règles internationales, forcément, parce que lorsqu'on envoie un mail, qu'on pose des données, comment dirais-je, sur tel ou tel site, elles font le tour du monde en quelques instants. Et donc, comment est-ce qu'on est en capacité de poser, d'une certaine manière, un mode de référence international, un mode de sécurité internationale qui permette d'agir
sur les deux champs, public et privé, en toute liberté, j'allais dire, c'est-à-dire en toute confiance. Moi, j'ai coutume de dire, enfin c'est un exemple personnel, mais que lorsque je surfe sur tel ou tel site de vacances, comme par hasard, dans les jours qui suivent, je reçois des propositions commerciales tout à fait liées à la recherche que j'ai pu faire. Donc on est vraiment dans ce sujet-là. Donc il me semble que sur ce champ-là, il y a à l'évidence à imposer des critères, des caractéristiques qui m'amènent à vous quitter. Et voilà, et à accueillir Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État à la modernisation de l'État et à la simplification, qui nous a fait l'honneur d'ailleurs d'être également le 18 février maître de la cérémonie de remise des labels Ville Internet, où Fleury, parmi d'autres, a été labellisé. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Et d'ailleurs, ensemble, de se poser la question de ce qu'on voudrait demander aujourd'hui à l'État dans les différents rôles de cette simplification et de cette modernisation. Je pense que c'est le moment de s'exprimer sur ce que, globalement, on attend de l'État, dans la posture d'une région, dans la posture d'un département. Alors, je sais bien qu'on parle... les élus s'expriment plus souvent sur ces sujets-là, mais malgré tout, j'imagine qu'il y a déjà des lignes qui sont prêtes ou préparées là-dessus. Commençons par la région, éventuellement, et puis voilà. Peut-être rappeler une évidence, déjà, c'est que sur ces questions-là, l'usager, avant de répondre précisément à la question, l'usager, je pense, est prêt à abandonner une part de ses données ou les négocier pour une simplicité d'usage. Ça, il faut toujours penser ça. Le bénéfice usager de la simplicité. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que remettre l'usager au centre du débat, moi, me semble absolument indispensable. Et on dit remettre au centre du débat, mais ça fait des années qu'on le met au centre du débat, non ? Il y en a beaucoup qui en parlent et il y en a très peu qui le font. D'accord. Voilà. On a du mal. Quand les collègues de France Connect là, ont dit leurs Open Labs, etc., je pense qu'ils ont eu une vraie démarche. Une vraie démarche intéressante. On les a vus, on les a rencontrés, il y a fait longtemps. Et je pense qu'effectivement, ils sont en mode start-up dans l'État. Oui. C'est ça ce qu'on attend de l'État. C'était une volonté de l'État, d'ailleurs, très ferme. Tout à fait. Mais, une forme de carte blanche sur la modernisation et la simplification. Je pense que l'État est de toute façon multiple. Et il a plusieurs facettes. Il n'est pas un seul. Enfin, je veux dire que voilà, il y a plein de choses. Parce qu'on est tous en train de... Je parlais de l'initiative tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est-à-dire il faut prendre des initiatives maintenant et avancer. Et puis après... Mais par exemple, dans l'organisation des régions liées à la réforme territoriale, maintenant, je reviens vous êtes questionné directement sur la réorganisation des services. Je parle des services, notamment dans la relation aux citoyens. C'est une situation, entre guillemets, de crise, au sens de grands changements. Comment est-ce qu'on fait quand on était séparés, qu'on se retrouve plus qu'associés, entremêlés, alors qu'on rendait chacun des services similaires dans probablement des silos différents. Est-ce qu'on arrive à appliquer ce que vous dites ? Du coup, la fusion, je vais reprendre la question, la fusion est une formidable opportunité de dire, de toute façon, quitte à remettre à plat, autant mettre ça dans le bon sens. Voilà. Et donc, tabula rasa, on repart à zéro. Pas tout à fait, parce que ça s'appuie quand même sur des diagnostics. Ça s'appuie sur ensuite un état des lieux, un diagnostic, et après éventuellement un remède si on veut prendre cette métaphore-là. Donc c'est une opportunité qui conviendrait de saisir. Et personnellement, quand on est interrogé, que ce soit par les élus, par la direction générale, on répond, prenons le meilleur des deux systèmes, voire inventons un troisième système. Ce qui semble être... Ce que je dis toujours, on ne combat pas une théorie par une autre théorie. Une théorie, en fait, c'est ces contradictions internes qui la font s'écrouler. Jusqu'au moment où, du moins, on est capable d'apporter la preuve de la réfutation de la théorie. Mais on ne sait pas dire qu'une théorie est juste, on sait simplement dire qu'elle est fausse. Parce qu'à un moment donné, elle est incohérente. Donc, peut-être faut construire un autre récit, quoi. Il faut construire autre chose qui va permettre finalement de progresser. Et vous pensez que ça, c'est concrètement, ça veut dire quoi, par exemple, donnons-nous 3 ans. Dans 3 ans, 2019, qu'est-ce que la région pourrait, cette grande région, enfin grande région, un exemple, c'est que produire. Le niveau régional peut-être, ou même le niveau départemental, parce que je parlais de subsidiarité à un moment donné,
Enfin voilà, il n'y a pas que... Ça peut être dans un département à l'intérieur d'une région. Hein, ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, c'est qu'on ait une capacité d'expérimenter, d'innover. Ça, c'est important, qu'on nous laisse la possibilité de le faire. Je voudrais juste prendre un exemple qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'on a occupé, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais regardons, par exemple, la formidable avancée qu'on a eue sur les métiers de la fibre optique en Normandie, typiquement. Aujourd'hui, on construit un réseau, un nouveau réseau, en France et en Europe et dans le monde, hein, en fibre optique. On s'est posé tout de suite la question de comment fédérer l'ensemble des entreprises dans une filière qui n'était pas constituée. Puisque ceux qui construisent le réseau de fibre optique en France aujourd'hui, ils viennent du bâtiment, des travaux publics, de l'électronique, d'un certain nombre d'autres, voire de la mécanique, etc. Et donc, il faut constituer cette filière. La proposition de la Normandie, d'ailleurs, le PIA l'a bien reconnu, 9 millions d'euros, l'un des plus gros projets financés dans ce cadre de cet appel à projet là sur les compétences numériques, c'est pour les métiers de la fibre optique. Et ben, dans les régions, on est capable d'inventer et de proposer des scénarios de niveau national. Art déco en est un autre. Très bien, donc on a entendu, nous accueillons le ministre Jean-Vincent Placé, merci d'être des nôtres. On va laisser la place très rapidement. Non, mais je vous en prie, Véronique, je vous ai interpellé, donc vous nous permettez encore quelques minutes pour conclure, puisqu'on était sur les perspectives, sur le rôle des départements dans la nouvelle réforme territoriale, etc., du point de vue du numérique. Donc je vous en prie, Véronique Mémon. Alors, je voulais ajouter, effectivement, la région est une très belle opportunité pour progresser et continuer surtout sur l'avance que nous avons prise. Mais il ne faut pas oublier également que l'Assemblée des départements de France travaille régulièrement sur tous ces sujets-là. On a des réunions régulières avec bien, tout un panel de représentants sur l'ensemble du territoire. Et ça avance assez vite, en définitive, parce qu'on a tous la même volonté d'avancer. Et des groupes de travail où se retrouvent à la fois des élus et des agents et des personnels qui sont spécialisés mettent ensemble un certain savoir, ce qui nous permet d'apporter des solutions, non plus avoir des théories, mais apporter des solutions à des problèmes qui sont bien précis et bien spécifiques. Donc vous croyez à une forme de task force, de force de frappe, comme ça, de commando des départements qui pourrait pallier à des choses qu'on a vues dans l'histoire où effectivement la mutualisation ne se passe pas, où l'harmonisation est difficile. Est-ce que vous y croyez dans la prospective, puisque c'est de ça qu'on parle là, à cette minute? Je pense que c'est une réelle force. Une réelle force, et il faut le développer et de plus en plus compter sur des élus qui soient impliqués pour pouvoir pousser et puis arriver à faire progresser et que enfin tout le monde ait accès au numérique et qu'on puisse ne pas oublier qui que ce soit. Voilà, et d'être dans le service pour tous au numérique partout, vous l'avez rappelé, y compris dans des ruralités peut-être nouvelles demain aussi, des ruralités qui sont nouvelles, avec des services urbains. Des ruralités qui sont nouvelles, qui sont très demandeuses et qui ne veulent surtout pas être à la traîne du territoire. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux. Je vous en prie. Alors, le micro, s'il vous plaît, pour nos amis qui nous suivent en ligne, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans une journée un peu particulière liée au transport, qu'on a donc un public en ligne assez important. Et voilà, micro, pardon, je voulais juste rappeler que dans le cadre de la loi MAPTAM, il y a ce qu'on appelle les conférences territoriales de l'action publique, pour lesquelles il y a un regroupement justement donc des régions, des départements, des représentants des différentes collectivités EPCI par la taille, par le nombre, etc. Donc une grande conférence de gouvernance de la région au sens large, et que la loi mentionne le fait qu'il devra y avoir une CTAP consacrée au numérique au moins par an. CTAP, rappelez. Conférence territoriale de l'action publique. Voilà, conférence territoriale de l'action publique. Voilà, une chose qui est à programmer rapidement pour qu'on puisse avancer et que ces enjeux de l'identité numérique du citoyen soient déployés. Donc, nous allons accueillir, et je vais permettre à Marc Le Serre de reprendre le micro. Je vais lui laisser. Je remercie encore au nom de Ville Internet Jean-Vincent Placé d'avoir bien voulu venir à Fleury dans son territoire aussi. On a parlé aujourd'hui juste quelques mots-clés parce que évidemment ça s'appelle l'identité numérique du citoyen, c'est ce cycle des assises et vous avez bien voulu
voulu en parrainer en tout cas cet événement aujourd'hui. J'espère que les suivants auront le bénéfice de ce parrainage, mais vous nous le direz également. Et donc, au-delà de l'identité numérique, eh bien, on a parlé de la mutualisation. On a utilisé des mots moins valise que celui-là d'ailleurs, hein. Je sors les mots-clés, mais on a parlé du respect des valeurs républicaines dans le service public numérique. On a parlé de la question des compétences territoriales qui sont peut-être en cours de révision grâce à l'influence de la population qui est demandeur de services différents aujourd'hui. On a parlé de partenariats publics-privés et population, bien souvent, comment la population est remise au centre. Hein. Ça fait longtemps qu'on dit ça, mais là, j'ai l'impression qu'en tout cas, les publics qui étaient ici étaient décidés à le faire véritablement. Et puis, on a parlé médiation numérique et on a évoqué, parce qu'on n'a pas voulu insister là-dessus, et je pense que ça mériterait d'autres assises, les enjeux liés à l'open data, puisque la question de la donnée publique est aussi celle de la question des données personnelles, même si on sait qu'il y a une distinction très particulière du point de vue de la loi. Et évidemment, on a parlé largement de France Connect ce matin, grâce à l'intervention de Guillaume Blot du SGMAP dans vos services, qui a bien voulu nous expliquer, je trouve d'une manière extrêmement agréable, pédagogique, illustrée, et ça nous donne envie de pouvoir proposer, et je crois que ça donne envie aux élus, aux agents territoriaux qui étaient là, de pouvoir proposer France Connect à la généralisation et donc à l'ensemble de la population. Voilà, donc merci Monsieur le Ministre, et je laisse la parole à Marc Le Serre, et je vous invite peut-être pour le moment, voilà. Merci.